Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Un nouveau coup de frein pour l'Europe donné cette fois par l'Irlande. C'est par référendum que la population a dit non au traité de Lisbonne. Les raisons et les conséquences de ce vote, nous irons à Dublin, à Bruxelles et à l'Elysée, à Paris, pour faire le point sur la situation et sur les réactions. George Bush est arrivé en France, une étape de sa tournée d'adieu en Europe. Il dîne avec Nicolas Sarkozy, le président américain qui a annoncé aujourd'hui en marge de sa visite qu'un accord de paix était possible au Proche-Orient dans les prochains mois. Le football et l'Euro, France-Pays-Bas, c'est l'affiche de ce soir. Les Bleus qui n'ont plus le droit à l'erreur et qui doivent enfin entrer dans la compétition. Dans le même groupe, l'Italie et la Roumanie ont fait match nul, un but partout ce soir. Nous reviendrons également sur un mythe, 10 ans après la disparition d'Éric Tabarly, images et témoignages sur ce marin d'exception. Un documentaire lui est consacré, il sort au cinéma. Enfin, que faire un vendredi 13? À cette question, les Français répondent souvent qu'ils jouent et rêvent du jackpot. Plusieurs millions d'entre vous ont aujourd'hui une nouvelle fois tenté leur chance. C'est donc l'information du jour et elle tient en un seul chiffre, 54,4%. C'est le pourcentage du non des Irlandais au traité européen de Lisbonne, un non qui s'est exprimé par référendum. On va tenter de comprendre ce que ce vote peut impliquer pour l'avenir de l'Europe. Une Europe des institutions qui n'arrive toujours pas à convaincre sa population. Nous irons à Bruxelles mais également à l'Elysée dans un instant. Mais avant cela, direction Dublin avec sur place Maryse Burgot et Laurent Desbois. Les partisans du non au traité de Lisbonne ont gagné. Ils sont tellement bruyants que cet officiel irlandais n'arrive pas à donner les résultats complets. 53,4% de non, 46,6% de oui. Le non l'emporte largement. C'est un humiliant revers pour les dirigeants irlandais. Je suis extrêmement soucieux pour nos partenaires européens, pour lesquels ce vote représente une terrible déception et un retour en arrière après des années d'efforts. C'est donc fait, Dublin a envoyé balader Bruxelles. Beaucoup d'Irlandais très europhiles ont voté non, comme ce professeur d'anglais qui dit n'avoir pas compris le traité. On nous a fait une sorte de chantage. Attention, vous allez être isolé si vous dites non. Vous avez tant reçu de l'Europe, maintenant vous lui tournez le dos. C'était un mauvais chantage. Ce n'était pas un argument. Ce fut donc aussi un non à l'adresse des principaux partis irlandais. Dans les salles de dépouillement, ils étaient tous là cet après-midi, ces hommes politiques, tous conscients d'avoir exigé en quelque sorte la confiance aveugle de leurs électeurs. Peut-être qu'on a trop fait confiance aux nouvelles technologies de communication. On aurait dû plus aller parler aux électeurs. Voici donc le traité de Lisbonne, noyé dans les eaux de l'Ifé, le fleuve qui traverse Dublin. Et on retrouve donc tout d'abord Maryse Burgot à Dublin. Bonsoir Maryse. Quel est le sentiment ce soir des Irlandais? Une certaine fierté et un certain embarras. Fierté d'abord d'avoir osé dire non. Beaucoup de gens nous ont dit aujourd'hui qu'ils avaient le sentiment d'avoir lavé l'affront fait aux autres pays européens qui, eux, n'ont pas eu de référendum. Vous le savez, dans les autres pays européens, ce sont les députés qui entérinent le texte. Un certain embarras aussi. Les Irlandais sont vraiment très conscients de devoir beaucoup à l'Europe. Alors ceux qui ont voté oui, comme certains de ceux qui ont voté non, ne veulent surtout pas que l'on dise qu'ils ont rejeté l'Europe. Alors quand on les écoute, on s'interroge vraiment sur ce genre de traité que finalement seuls les constitutionnalistes comprennent très rapidement, et on se dit qu'une consultation populaire n'est finalement envisageable que si vraiment on a pris le temps d'expliquer le texte. Merci Maryse. On prend maintenant la direction de Bruxelles, siège de la Commission européenne. José Manuel Barroso, son président, a très vite affirmé aujourd'hui que le traité n'était pas mort. Le processus de ratification va-t-il se poursuivre ou pas? On voit cela avec vous, François Bedonnez. Bonsoir. Alors est-ce que l'Europe avait prévu cette hypothèse irlandaise? C'est le retour du plan B ou pas?
Écoutez, ce soir, on a l'impression que l'Europe ne sait pas ce qu'elle va faire, qu'elle est un peu perdue. Pourtant, normalement, les choses sont claires. Puisque l'Irlande a rejeté le traité de Lisbonne, eh bien, il est mort, il n'existe plus, il ne sera jamais appliqué. Eh bien, cette solution, ce soir, les capitales européennes la refusent. Et elles disent en chœur, eh bien, il n'est pas acceptable que le vote irlandais bloque à lui seul le processus, puisque 18 pays sur 27 avaient déjà ratifié ce traité. Alors, les responsables européens vont tenter d'inventer une solution à la carte en quelque sorte, une façon de contourner l'Irlande. Avec quel mécanisme? Eh bien on ne le sait pas, on en saura un peu plus ici la semaine prochaine lors du sommet européen qui doit se tenir à Bruxelles. Il y a quand même deux certitudes ce soir, Laurent. La première, c'est que le traité de Lisbonne n'entrera pas en vigueur le 1er janvier prochain, c'est matériellement impossible. Et puis la deuxième certitude, c'est qu'en quelque sorte, la présidence française de l'Union, qui devait commencer le 1er juillet prochain, eh bien elle commence ce soir et dans la douleur. Merci François. Un nom irlandais qui satisfait bien sûr les eurosceptiques. La France et Nicolas Sarkozy envisagent en revanche une réaction politique commune avec son partenaire allemand. On fera le point dans un instant depuis l'Elysée. Mais tout d'abord les premières réactions politiques aujourd'hui avec Alix Bouillaguet et Sylvain Daubat. La photo du traité de Lisbonne se voulait historique, le cliché d'une Europe unie. Avec le nom irlandais, c'est un retour en arrière. Pas question pour autant d'interrompre le processus de ratification, a aussitôt annoncé le président de la Commission européenne. Ne nous précipitons pas maintenant avec des scénarios qu'on ne connaît pas exactement toute la portée. Côté français, on ne mâche pas ses mots. En même temps, je suis plus que touché, je suis effondré. Une expression que le ministre des Affaires européennes minimisera un peu plus tard. Pour les Européens convaincus, l'Europe est devenue trop technocratique, trop lointaine. Il y a eu, ces derniers mois, ces dernières années, des erreurs de méthode. On a voulu ignorer les peuples et maintenant leur voix se fait plus forte. Nous sommes maintenant face à une Europe qui connaît un nouvel échec institutionnel et qui doit s'interroger sur une question fondamentale. Comment réconcilier l'Europe avec les Européens? Sur le toit du siège du Front National, le drapeau irlandais. À l'inverse, les partisans du non pavoisent. Je serais fier d'être irlandais et je remercie l'Irlande et le peuple irlandais d'avoir pu manifester, d'avoir manifesté sa volonté de rester irlandais, comme je souhaiterais que les Français restent français en France. La France, qui s'apprête à présider l'Union européenne en juillet prochain, va donc devoir gérer avant tout une nouvelle crise institutionnelle. Alors on vient d'entendre, c'est dans ce contexte que la France, on le sait, va dès le 1er juillet prendre la présidence de l'Union. Alors comment va-t-on gérer ce nouveau coup dur? Nicolas Sarkozy avait évoqué un succès et un nouveau départ après le traité de Lisbonne. Alors qu'en est-il ce soir? Bonsoir Mickaël Darmon, vous êtes à l'Elysée. Alors est-ce que ce soir on s'inquiète de ce nouveau coup d'arrêt pour l'Europe dans l'entourage du président de la République? Écoutez, Laurent, ce soir, officiellement à l'Elysée, on ne s'inquiète pas, on ne veut pas dramatiser, mais on pointe ce qu'on pourrait appeler ici à l'Elysée une évidence, c'est-à-dire que, en fait, on dit l'Irlande n'est pas la France, donc il n'est pas question d'arrêter le traité de Lisbonne, qui, au moins sur le plan réglementaire, est mort, parce que l'Irlande a voté non. Donc il va falloir inventer. Pour l'instant, la méthode de la ratification continue, c'est ce que l'on martèle ici à l'Elysée. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy sera lundi en République tchèque pour continuer à préparer la présidence française. Alors ça, c'est pour la partie officielle. Officieusement, bien sûr, les proches de Nicolas Sarkozy reconnaissent que cette présidence française commence avec une bien mauvaise surprise. On se souvient que Nicolas Sarkozy a mis à son actif le fait d'avoir réussi à débloquer l'Union européenne, d'avoir sorti de l'ornière après le non français en 2005. Et bien cette fois-ci, il va être encore obligé de replonger les mains dans le cambouis de la mécanique européenne, alors qu'en fait, il voulait plutôt se briller, se faire remarquer sur les questions d'immigration et d'environnement. Une preuve supplémentaire qu'avec l'Europe, il n'est jamais besoin d'écrire le scénario à l'avance. Merci Mickaël. Et puis à noter que ce soir, l'invité au Palais de l'Elysée, c'est George Bush, le président américain, qui est en visite à Paris pour 2 jours. Il est arrivé à la mi-journée à bord d'Air Force One. Il effectue en quelque sorte sa tournée d'adieu en Europe. Il dînera ce soir avec son épouse et le couple Sarkozy à l'Elysée. Au chapitre européen, toujours aujourd'hui, cette décision qui provoque la colère des pêcheurs. La Commission de Bruxelles a décidé de fermer prématurément la pêche au thon rouge en Méditerranée, cela au nom du principe de précaution de l'espèce. Les bateaux concernés sont les grands chalutiers qui pratiquent la pêche industrielle. L'actualité, c'est également aujourd'hui l'Europe version football. Et c'est bien sûr l'affiche France-Pays-Bas qui, il faut bien le reconnaître, inquiète un peu les Français. Mais avant le match de ce soir, dans le même groupe, l'Italie et la Roumanie n'ont pas réussi à se départager. Le score, 1 but partout. La Roumanie avait ouvert la marque par Moutou.
Égalisation immédiate de Christian Panucci pour l'Italie. La Roumanie qui a, vous allez le voir, raté un penalty en seconde mi-temps. Voilà pour l'Italie et la Roumanie. Et que faut-il penser de ce vendredi 13 pour l'équipe de France? C'est un peu à double tranchant. En tout cas, une chose est sûre, les Bleus devront cette fois hausser leur niveau de jeu face aux Pays-Bas pour espérer poursuivre l'aventure. Alors quelle était l'atmosphère côté joueurs aujourd'hui à Berne? On voit tout cela avec Manuel Tissier et Mathieu Bierden. Comme le dribble ou la passe, la montée de bus fait partie du bagage technique du footballeur. Pour William Gallas et ses partenaires, un match est toujours précédé d'une promenade. Ce matin, les tricolores ont quitté leur hôtel de la banlieue de Berne vers 11 h. L'apparente décontraction ne dit rien des tourments qui agitent les têtes. Même si elle n'est pas encore éliminatoire, la rencontre face aux Pays-Bas est un virage dangereux dans la course au quart de finale. Le danger et la crainte est toujours un moteur pour les sportifs de haut niveau. Trop de sérénité, trop de tranquillité nuit à la performance parce que la motivation elle se nourrit quelque part d'un brin d'angoisse. Rien de mieux que les Néerlandais pour entretenir l'angoisse. Mais Raymond Domenech se serait bien passé de la blessure de Patrick Vieira. Le capitaine sera sur le banc tout à l'heure et les absents ont toujours tort. Le plus important, c'est que l'équipe de France gagne, avec ou sans lui, avec ou sans Henry, avec ou sans Trezeguet ou Zidane et compagnie. Le plus important, c'est qu'on y aille au bout et les joueurs qui seront sur le terrain seront en tout cas à 100% motivés. Les Français vont tenter d'endiguer dans quelques instants les vagues oranges qui déferlent sur le stade. Ils n'ont pas l'obligation de gagner, mais de montrer un autre visage, histoire de faire mentir nos confrères du Daily Express qui écrivaient cette semaine « La France sans Zidane, c'est comme la nuit sans étoiles ». Voilà pour les joueurs côté supporters, on vient de les entendre, on espère bien sûr plus de jeux, plus de mouvements, des buts et une victoire. Bref, un conte de fées qu'il va tout de même falloir écrire ce soir. Les supporters français sur place, c'est avec Denis Sébastien et Philippe Évêque. Une vague, une déferlante, une marée humaine, et noyée dans la foule quelques Français. Difficile d'affirmer ses couleurs quand la ville tout entière a viré à l'orange, prise d'assaut par les Hollandais. Mais passé la stupeur des premiers instants, le supporter français retrouve vite orgueil et mauvaise foi. Où est-ce que vous avez vu des oranges, vous? On va les presser, les oranges, on va les presser. Il suffit pas d'être nombreux à l'extérieur. Mais nous, c'est sur le stade que ça va se jouer. Beaucoup de fans d'Hollandais, mais un peu français. Mais no problem. On va se sentir bien seul au milieu de tout ce monde. Hollandais. Ils sont très sympas. Ils sont mais très comme sympas. un mécénal. Dans ces conditions, réussir à faire entendre la Marseillaise relève de l'exploit. Steve promène son piano de rue en rue et ne se laisse pas impressionner. On a entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de Français, donc on est venu grossir les rangs là. Et on fait de la résistance, oui, c'est ça. C'est pas la quantité, c'est la qualité du supporter. Voilà. Et je pense que là, ça va faire très très fort les gars. Mais c'est génial, c'est une bonne ambiance. C'est énorme là. La marée orange, c'est magnifique. C'est convivial. On va les croquer. Bien moins nombreux et du coup, objet d'une certaine curiosité. S'afficher tricolore dans les rues de Berne cet après-midi, finalement, c'est faire preuve d'originalité. C'est énorme, c'est la folie. C'est énorme par rapport à nous. Ils sont partout, ils sont organisés, ils sont très très organisés. Ouais, mais on va les battre, on va les manger ce soir. Mais oui, nous on sera en finale quand ils seront pas quoi. Voilà. Ils ont pas de chance. On verra ce que donnera le match, mais pour ce qui est de l'ambiance et du nombre, avantage très net donc aux Hollandais. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à Berne ce soir. Affaire à suivre. Dans l'actualité, une décision judiciaire qui fait beaucoup parler. Ce sont nos confrères de la Nouvelle République qui révèlent l'affaire. Un père divorcé qui souffre de diabète s'est vu tout simplement refuser un droit de visite élargi au motif qu'il faisait courir un risque à son enfant. Explication Anne-Guy Épée et Fabien Tormous. C'est un père blessé. Il a été jugé dangereux pour son enfant à cause de sa maladie, le diabète. Cet homme de 51 ans, séparé de sa compagne, demandait à voir son fils de 2 ans plus souvent. Trop risqué à estimer le juge, il évoque la possibilité d'un malaise, mais sans expertise médicale. Il y a là quelque chose qui n'est pas supportable. On ne va pas se mettre à enlever des droits à des personnes sous prétexte qu'elles sont malades. Et un jugement comme ça représente pour moi une double peine, parce qu'en plus de la difficulté à gérer cette maladie tous les jours, on vient me dire qu'à cause de cette maladie, je n'ai pas, par exemple, le droit d'accueillir mon enfant la nuit chez moi.
Face aux arguments du juge, l'Association française des diabétiques s'insurge. En France, 500 000 personnes sont traitées à l'insuline, parmi elles beaucoup de parents qui ont appris à vivre avec leur maladie. Nous ne voulons pas que ce genre de décision risque de faire jurisprudence et qu'on puisse reprendre ce type d'argument dans d'autres affaires comparables ou autres qui pourraient porter un préjudice grave à l'ensemble des patients atteints de diabète. Protéger l'enfant dans les affaires de séparation, c'est le rôle des juges. Mais pour les spécialistes du droit familial, le principe de précaution a ses limites. Est-ce que le risque n'est pas inhérent à toute activité humaine? Ça aussi, il faut se poser la question. Est-ce qu'on va prendre des dispositions pour protéger tous les enfants dont les parents ont des problèmes de santé? Le père de l'enfant a contesté la décision du tribunal de Niort. La cour d'appel de Poitiers se prononcera fin octobre. Nicolas Sarkozy a présenté aujourd'hui son plan de développement pour les soins palliatifs. Le président de la République était à Bourges pour faire plusieurs annonces. Son objectif est de doubler le nombre de patients pris en charge, et cela sur 4 ans. L'enveloppe annoncée, 230 millions d'euros. Reportage en région parisienne, à Puteaux, avec Marie-Pierre Cassignard et Thierry Breton. Ça fait mal dans les genoux? Ouais. Un massage pour soulager la douleur. Depuis 2 ans, Serge Dos Santos souffre d'un cancer. Il est arrivé il y a 4 jours dans cette unité de soins palliatifs près de Paris et chaque matin, il savoure cet instant. C'est primordial ça. Pourquoi? Ça relaxe tous les muscles. L'hôpital dont il vient ne lui a pas laissé que de bons souvenirs. C'est ni plus ni moins, c'est le travail à la chaîne. Il faut que ça court, il faut que ça court, il faut que ça court. Et puis, je me dis, sinon, ici, c'est... Vous prenez votre temps. Prendre son temps, reprendre son souffle face à la maladie ou vivre sereinement une fin de vie, ici c'est possible. L'équipe soignante est soudée, motivée, mais les moyens manquent. Pas de kinésithérapeute, beaucoup de personnel à temps partiel, même la psychologue ne vient qu'à mi-temps. Nous, infirmières, on a une capacité d'accompagnement, de soutien, de relation avec l'autre, mais on n'est pas psychologue. On ne peut pas remplacer une psychologue. Il y a seulement 10 lits dans cette unité et une seule place disponible pour 5 demandes de séjour. Il y a certains patients que nous ne prenons pas parce que nous savons qu'ils vont nécessiter des soins trop longtemps et donc nous ne pouvons pas les prendre. Alors évidemment nous essayons de trouver des solutions, mais la pression économique devient vraiment beaucoup trop forte et va à l'encontre de nos principes éthiques. Après quelques jours de soins, Serge fait sa première sortie depuis 1 mois. Ah, ça fait du bien là. C'est comme les oiseaux qui sortent du nid. Mais ça va s'arranger. Ouais. 800 lits sont disponibles en France aujourd'hui pour ce type d'accompagnement. Avec les nouvelles mesures, il devrait y en avoir 2000 au total. On le sait, le budget transport est devenu un réel poids pour les ménages. Le Premier ministre, hier soir, sur France 2, a lancé le projet d'une aide directe destinée aux salariés, et cela pour faire face au surcoût de leur trajet domicile-travail. Alors voyons qui serait concerné par cette aide et sous quelle forme elle pourrait voir le jour. Élément de réponse avec Séverine Lebrun et Guillaume Michel. Chaque jour, 3 Français sur 4 prennent leur voiture pour aller au travail. Un trajet qui coûte chaque mois plus cher en carburant. Un plein par semaine. Donc vous savez combien ça fait par mois? À peu près 200 €. C'est un véhicule qui consomme beaucoup, donc je suis à peu près 400 €. Un coup de pouce financier de l'État semble bienvenu. 50, 60 €, ça m'aiderait déjà pas mal. Mais bon, maintenant, faute de grive, on fera avec ce qu'ils nous donneront. Rembourser une partie des coûts de transport des salariés, c'était déjà l'objectif du chèque transport lancé en 2007. Utilisable dans les stations-service par exemple, le même principe que le ticket restaurant. Un fiasco, aucun chèque n'a même jamais été imprimé. J'ai décidé qu'on allait remplacer ce chèque transport par une aide directe qui sera sur la feuille de paie du salarié. Mais quel sera le montant de cette aide et quels salariés la toucheront? Toutes les modalités restent encore à négocier entre partenaires sociaux et déjà certains posent des jalons. Notre objectif, c'est que tous les salariés puissent en bénéficier, que l'on soit dans une grande entreprise, une petite entreprise, mais y compris dans la fonction publique, et que le salarié puisse l'utiliser ou pour du transport collectif, ou pour du transport individuel, parce qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Le Premier ministre veut lui encourager le recours au transport en commun.
Cette aide ne serait donc versée aux automobilistes que s'ils n'ont pas d'autre choix que la voiture pour aller au travail. Autre moyen de transport, le train, et il faut bien reconnaître qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans les tarifs pratiqués par la SNCF. Loisirs, Pro, Prums, Bon Plan du Net, voici les labels et les promotions proposées, des tarifs qui vont une nouvelle fois évoluer, et cela dès le 6 juillet. On voit cela avec Juliette Guérin et Emmanuel Beck. 18h, c'est l'heure de pointe. Dans ce Corail Le Mans-Paris, comme dans les autres trains, la plupart des voyageurs comptent sur leur carte de réduction pour payer moins cher. Ça peut être 50% si on s'y prend à l'avance ou 25% si c'est plus tard, mais j'ai toujours normalement une réduction. Ouais. Le problème c'est qu'on part en général le vendredi soir, on revient le dimanche et c'est là où on est à toujours que 25% et jamais 50%. En cause, le calendrier tarifaire de la SNCF. En période bleue, les réductions vont jusqu'à 50%, alors qu'en période blanche, elles sont au maximum de 25%. Jusqu'à présent, les périodes blanches étaient limitées au vendredi soir, au dimanche soir et au lundi matin, pour les départs et retours de week-end. À partir du 6 juillet, elles deviendront quotidiennes, tous les matins et tous les soirs, aux heures de pointe. Vous avez des gens qui aujourd'hui vont acheter des cartes commerciales, les 12-25, les familles avec enfants, les seniors, croyant bénéficier d'un certain régime tarifaire, et puis ils vont trouver avec un calendrier voyageur changé des conditions finalement de prix qui risquent d'être plus élevées que celles auxquelles ils s'attendaient à avoir au départ. Ce changement de calendrier interviendra au début des grandes vacances. Dans la jungle des nouveaux tarifs, il ne reste plus aux voyageurs qu'à faire le tri et surtout à s'organiser à l'avance. Où en est-on du mystère soulevé cette semaine après la découverte de matériel électronique dans la voiture de Bernard Thibault? Le secrétaire général de la CGT avait porté plainte, le parquet d'Evry a ouvert une enquête. On envisageait la piste de l'espionnage, une piste qui aujourd'hui finalement s'éloigne. Audrey Goutard, Mathieu Nivenglowski. Le patron de la CGT a-t-il été victime de barbouze? Les enquêteurs en doutent de plus en plus, surtout depuis qu'ils savent d'où vient le tournevis qui a déclenché toute l'affaire. Un outil que Bernard Thibault a découvert par terre dans sa voiture il y a 2 jours, juste avant que son chauffeur ne trouve dans un haut-parleur un bout de carte réseau, un assemblage électronique identique à celui-ci. Immédiatement, certains imaginent le pire, le leader de la CGT serait victime d'espions. Mais aujourd'hui, une partie du mystère semble résolue. Le tournevis vient en effet de chez cet équipementier, fournisseur officiel des plus hautes administrations et de la CGT. L'homme qui ne veut pas être reconnu a reçu la visite des policiers et les a éclairés. Je devais juste faire un équipement téléphonique et un téléglace pour monsieur Thibault. Et tout bêtement, un ouvrier a oublié l'outil dans la voiture. Il suffit qu'il tombe ici par terre, qu'il glisse sous le siège. Même si on nettoie, on passe un coup d'aspirateur. Bon, bah, il est sous le siège, il est sous le siège, quoi. Et après, un coup de frein, il ressort. Ou... Oui, ça nous arrive 2-3 fois par mois, oui, sans problème. Quant au bout de carte réseau, il n'aurait jamais pu en l'état constituer du matériel d'espionnage. Pourtant, les policiers veulent prendre l'affaire très au sérieux, le leader de la CGT ayant déjà été victime d'opérations d'intimidation. Voici maintenant un chiffre qui souligne l'urgence du problème de la surpopulation carcérale. Les prisons n'ont en effet jamais été aussi remplies. Plus de 63 000 détenus ont été recensés ce mois-ci pour près de 50 000 places. Ce chiffre dépasse le précédent pic qui remonte à juillet 2004. On a appris aujourd'hui qu'un adolescent de 14 ans avait été blessé de 3 coups de couteau à l'abdomen hier après-midi devant un collège de l'Essonne à Brunois précisément, blessé par l'un de ses camarades qui a été placé en garde à vue. C'est une affaire de cœur qui serait à l'origine de cette agression. L'agence spatiale américaine se veut rassurante ce soir, et cela à la veille de l'atterrissage prévu de la navette Discovery. Les astronautes ont pourtant signalé lors de leur inspection de routine une bosse sur un aileron de stabilisation. Mais la NASA a donc confirmé le retour de la navette sur Cap Canaveral demain en Floride. Aux États-Unis, toujours avec les conséquences des tornades qui ont balayé ces derniers jours le Kansas et l'Iowa, 4 adolescents ont perdu la vie dans un camp de scouts et plusieurs États doivent désormais faire face à d'importantes inondations dues à la montée des eaux, comme vous le voyez sur ces images. En Chine maintenant, cela fait 1 mois déjà que la terre tremblait dans la province du Sichuan. Un séisme qui a fait 80 000 morts et des dégâts matériels, vous le savez, considérables. La reconstruction prendra parfois des années. Notre équipe sur place vous propose de découvrir ce soir comment les familles tentent de reprendre goût à la vie. Grand format signé Samasoula et Tristan Lebras. C'était la vie d'avant de Monsieur Ching. Un appartement coquet au 6e étage de cet immeuble, le seul de la rue à s'être effondré. 20 de ses habitants sont morts.
Pas d'assurance, pas d'économie. Le séisme a détruit tout ce que la famille Chin avait construit. J'avais pu acheter ce logement il y a 10 ans avant que mon usine ne ferme. Mon père m'avait aidé à réunir la somme. La Cité du Bonheur, c'est son nom. Des préfabriqués montés à toute vitesse pour reloger des milliers de sinistrés. C'est désormais la nouvelle adresse de la famille Chin. Elle fait partie des premiers réfugiés qui ont pu quitter les tentes. 10 mètres carrés pour 4 personnes, c'est mieux que rien. Avant, on avait de bonnes conditions de vie, mais ça c'est fini. Tout a changé. Et les études et l'avenir de notre fils sont compromis. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes parents vivent. Je vais trouver du travail pour les aider. Entre désœuvrement et deuil, chacun se tient informé des promesses du gouvernement. Des millions d'euros de dons ont été récoltés. Ils espèrent en voir rapidement la couleur. Il faut qu'ils commencent au plus vite à construire les logements définitifs. On ne peut pas rester ici trop longtemps. Au minimum, ils sont là pour 3 ans. C'est ce qu'ont prévu les autorités. La Cité du Bonheur a aussi son école. Ces adolescents viennent de tous les établissements tombés comme des châteaux de cartes. Leur motivation est aujourd'hui plus grande que jamais. Moi, je suis heureux d'être là et d'étudier. J'ai tellement de compassion pour les élèves de mon âge qui sont morts pour rien. Changement de décor. La montagne, où les populations sont restées plusieurs jours coupées du monde. Toumen et son monastère, un refuge pour des centaines de paysans. Là-haut, on cultivait des concombres et des pommes de terre et on les vendait. Maintenant, notre seul revenu, c'est 1 € et 500 grammes de riz par jour que nous donne le gouvernement. L'appel des moines pour les repas. En attendant d'être à leur tour placés dans des préfabriqués, près de 600 réfugiés viennent manger ici 2 fois par jour. Du riz et des légumes, ce sont les autorités qui financent. Pour le reste, la population se débrouille. Cet étudiant âgé de 18 ans s'est improvisé directeur d'école. C'est lui qui a pris l'initiative d'en créer une. Bien sûr que c'est difficile pour moi. Je suis à peine plus âgé qu'eux et je n'ai aucune expérience. Mais on ne pouvait pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Des bâches en guise de salle de classe. 200 enfants y viennent chaque jour. Un tableau pour 2 profs, les moyens du bord. Pas vraiment une école, mais un repère précieux dans leur vie bouleversée. La tristesse et l'angoisse des parents eux-mêmes très choqués influent sur les enfants. En venant ici, ça leur change un peu les idées. À la grande surprise de tous, au milieu de la forêt, des coiffeurs venus spontanément offrir leurs services. Une parenthèse dans ces vies de réfugiés désormais faites d'espoir et d'attente. Voilà pour ce grand format. On revient en France avec la poursuite de notre feuilleton d'accompagnement des 600 000 candidats au bac. Cette semaine, un rapport du Sénat préconisait la fin de ce traditionnel rendez-vous du mois de juin avec la mise en place d'un contrôle continu sur 2 ans. Mais tout cela n'est pas d'actualité. Cette année encore, dès lundi, il faudra passer par la philo et les salles d'examen se préparent Nabila Tabouri et Damien Louvet. Bon, on y va. Objectif bac, un commando de profs de sport et de surveillants à l'assaut des salles d'examen. Ici, c'est le gymnase du lycée qui a été réquisitionné. 180 étiquettes à coller, 360 feuilles de brouillon à distribuer. Du rose, du vert ou encore du bleu, ces couleurs gaies et joyeuses ne sont pas là pour les beaux yeux des candidats. Les brouillons de couleurs alternées sont destinés à éviter les échanges éventuels de brouillons, pour que les examinateurs puissent, les surveillants de salle puissent avoir l'œil sur d'éventuels échanges de brouillons. La triche, une véritable fixation dans tout lycée organisateur du bac. Du coup, pas un seul endroit qui n'échappe à l'inspection du conseiller d'éducation. Même les toilettes sont passées au peigne fin. En matière d'anti-sèche, les candidats peuvent déborder d'imagination. On pourrait peut-être à la limite planquer quelque chose là, mais ce serait... les agents le verront, ce sera vérifié. Donc peut-être même ce sera rebouché.
Les toilettes seront vérifiées avant chaque épreuve. L'an dernier, dans ce lycée, 5 candidats avaient été surpris à l'oral, lorgnant sur leurs antisèches. Le risque, si on est pris la main dans le sac, jusqu'à 5 ans d'interdiction d'examen, voire de la prison en cas de vol de sujet. Les sujets de philosophie, maintenant les sujets d'histoire-géographie. Voilà. Mais rassurez-vous, ces précieuses enveloppes qui contiennent les sujets sont à l'abri. Dans un coffre, dans un bâtiment qui lui-même est protégé sous alarme. Le proviseur et une personne de confiance sont les seuls à détenir les clés du coffre. Aucun risque qu'une épreuve soit annulée. En cas de problème, l'éducation nationale a prévu des sujets de secours. Que faire quand on est un vendredi 13 et que l'on est superstitieux? Rester chez soi, c'est une idée, mais pour beaucoup, c'est aussi un jour de chance et les joueurs en tout genre grattent, cochent à tout va. 10 millions de Français auraient franchi le pas aujourd'hui. Un vendredi donc pas comme les autres avec Yacine Benjanet et Régis Maté. Vendredi 13, forcément, dans le 13e arrondissement, c'est un jour pas comme les autres. Salle des mariages bondée, adjoint au maire débordé. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui. Pour un vendredi, il y a beaucoup de mariages. Des couples qui se bousculent au portillon. Pour cela, se marier un vendredi 13, c'est synonyme de bonheur garanti. On a joué au loto aussi, donc on verra si ça porte vraiment chance ou pas. Oui, je pense que ça portera chance. J'espère. Mariage ou pas, chaque vendredi 13, 6 millions de Français jouent au loto. 2 fois plus que pour un jour normal, et chacun a une bonne raison de tenter sa chance. Je suis né un vendredi 13. Je joue tous les jours, tous les vendredis 13. C'est le jour de la chance, c'est pareil. Je ne joue jamais, donc aujourd'hui on va en profiter. Hein. Pour la Française des Jeux, jackpot assuré, car vendredi 13 ou pas, la probabilité de gagner au loto est toujours la même. C'est le nombre de combinaisons de 6 nombres pris parmi 49. Pour trouver les 6 numéros, il y a une chance sur, devinez combien? 13 millions. Et oui, 13 millions et quelques, comme par hasard. En tout cas, ce vendredi 13 est le seul de 2008. L'année prochaine, les superstitieux seront gâtés. Il y en aura 3. Une image qui annonce demain le grand rendez-vous des 24 heures du Mans, 76e édition, avec la présentation aujourd'hui des voitures en centre-ville. Demain, le départ sera donné à 15 h sur la piste et c'est à suivre en direct sur France 2. Il avait presque toujours un coup d'avance. La mer, les bateaux, la solitude était sa trilogie, son univers. Éric Tabarly disparaissait il y a tout juste 10 ans, tombant à l'eau au large du Pays de Galles. 10 ans donc, et un mythe qui perdure. Un documentaire qui est à l'affiche au cinéma revient d'ailleurs sur ce destin hors du commun. Julien Benedetto. Un homme, un bateau et l'océan. 3 mots suffisent à réveiller la légende d'Éric Tabarly, navigateur qui murmurait à l'oreille des vagues. Je fais de la voile depuis ma plus tendre enfance. J'ai maintenant 32 ans. On peut dire qu'en enlevant les années de guerre, pendant 32 ans, j'ai fait de la voile. 3 ans à peine, et déjà à la manœuvre. Puisqu'Éric est né sur l'eau, son destin sera indissociablement lié à celui d'un bateau. Penduic, voilier centenaire, à qui il voue toute sa vie un attachement viscéral. Littéralement, ça veut dire petite tête noire. Pen c'est tête, du c'est noir et X c'est le diminutif pour petit. Les Britanniques sont résignés à la victoire d'Éric Tabarly. 1964, le champion gagne la mythique transatlantique en solitaire. Défaite historique pour les Anglais, maître de la course au large jusque-là. Le général de Gaulle fait chevalier de la Légion d'honneur, l'officier de marine Tabarly. Et je vous félicite de tout mon cœur. Merci mon général. C'est magnifique, tout le monde a admiré ça et ça fait grand effet. Tabarly gagne et déclenche en France une véritable ruée vers l'eau. On construit, on achète des bateaux par milliers. Tabarly, sportif préféré des Français, descend triomphalement les Champs-Élysées, mais toujours des mots au compte-gouttes. Vous n'avez pas la sensation d'être une légende vivante Moi, non, ça m'est égal. Fidèle le capitaine d'armes et son cahier de puni. 1 an avant sa mort, le skipper s'enferme seul avec Penduic pour le ressusciter une dernière fois. Sait-il alors que le bateau de son enfance sera le témoin de son dernier souffle? Le 13 juin 1998, Éric Tabarly disparaît en mer d'Irlande, emportant avec lui le secret de ses silences. Je trouve que j'ai eu une vie de rêve.
J'aurais même pas osé la rêver comme ça. Voilà, Tabarly à découvrir au cinéma. On la connaît comédienne et passionnée d'art lyrique et voilà qu'elle fait ses premiers pas de metteur en scène. Julie Depardieu s'essaie en duo au Comte d'Hoffmann à l'occasion de la 8e édition de l'opéra en plein air. Un événement à la Belle Étoile dans un cadre, vous allez le voir, idyllique avec Abdel Mostefa et Frédéric Bazille. La vie de château, c'est sympa. Mais très franchement, on s'ennuierait si on n'avait pas un petit air d'opéra à se mettre sous la dent de temps en temps. Là, c'était avant le lever de rideau, une des dernières répétitions, avec non pas un, mais 2 metteurs en scène. On se partage les angoisses, on se partage et on a tellement... C'est pas du travail. C'est beaucoup plus riche, on est plus riche à 2 que seul, quoi. Elle n'est pas forcément séparée de vous. C'est un truc très ondulant, tu vois. Indication pour l'acte 2, ambiance chambre de jeune fille tourmentée. Indication pour le début du spectacle, atmosphère de brasserie. Des réactions, d'accord? Soit des rires, des applaudissements, des ouais. D'accord. D'une taverne berlinoise à un duel à Venise, les contes d'Hoffmann, ce sont en fait 3 histoires dans un même opéra. Le fait qu'il y ait plusieurs actes avec des personnages différents, des contes en fait, plusieurs contes différents, on est dans c'est très vaste. C'est énorme, c'est du rêve, du fantasme. Fantastique. Ah, c'est beau. Après le Sénat, ce sera au tour de Sceaux, Carcassonne, les châteaux d'Arouet, de Vaux-le-Vicomte, d'animer leurs vieilles pierres à coups d'Offenbach. Voilà, avant de refermer le journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. C'est le rejet par les Irlandais du traité européen de Lisbonne, un traité rejeté par 53,4% des votants. Reste à savoir comment, une nouvelle fois, l'Europe va tenter de sortir de cette nouvelle crise. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci d'être fidèle à l'information sur France 2. Demain, je vous retrouve dès 13h pour une session d'information avec le journal et votre magazine, 13h15. Dans un instant, la météo, Tania Young, le point route, Valérie Maurice, puis votre série Boulevard du Palais. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.